M. Agnero nommait lui enseignant en gestion des ressources humaines des grandes écoles. Nous allons voir donc le premier chapitre, l'introduction à la GRH, c'est-à-dire à la gestion des ressources humaines. Aujourd'hui, les compétences sont de plus en plus élevées et la coopération au sein d'une équipe est source de performance et d'amélioration constante. L'accent mis sur les compétences et son impact sur les pratiques de formation est lié à la nécessité de posséder une main-d'œuvre en quantité nécessaire et de qualité. Il est donc clair que la place des hommes devient davantage prépondérante dans les entreprises. Du coup, les chefs d'entreprise ont pris conscience de développer cette fonction personnelle. Qu'est-ce que la GRH? Pour définir la gestion des ressources humaines, il faut définir d'abord ce que c'est que les ressources humaines. Donc, A, les ressources humaines. Les ressources humaines constituent l'ensemble du personnel d'une entreprise, ouvriers, employés, vendeurs, techniciens, gestionnaires, qui constituent un potentiel qui, en fonction de sa qualité et son développement, peut faire accomplir à l'entreprise des progrès ou bloquer sa croissance. B, la gestion des ressources humaines. La gestion des ressources humaines, c'est l'ensemble des activités qui visent à développer l'efficacité collective des personnes qui travaillent pour l'entreprise. L'efficacité étant la mesure dans laquelle les objectifs sont atteints, la GRH aura pour mission de conduire le développement des RH en vue de la réalisation des objectifs de l'entreprise. Quelles sont ces activités? Ces activités sont la politique de l'emploi, la politique du recrutement, la politique de gestion des carrières, la politique de formation, la politique de communication, la politique de la motivation, la politique de rémunération, la politique des conditions de travail et la politique des relations de travail. On peut également définir la gestion des ressources humaines comme l'ensemble des choix qui interviennent dans le fonctionnement social d'une entreprise pour réduire les tensions et les conflits au sein de l'organisation. Maintenant, nous allons voir quels sont les domaines d'intervention de la fonction gestion des ressources humaines. Pour la compréhension du domaine ou des domaines d'intervention, les spécialistes ont découpé cette fonction en 3 parties. La première, c'est l'administration du personnel. L'administration du personnel, c'est la partie juridique de la fonction qui recouvre l'application des dispositions légales, conventionnelles et réglementaires et les mesures qui accompagnent la mise en œuvre des décisions RH, c'est-à-dire ressources humaines. C'est aussi l'enregistrement et suivi des données individuelles, la tenue des documents imposés par la réglementation, les relations avec les services administratifs de l'emploi, de l'inspection du travail, le développement des outils informatiques de la fonction, l'administration des rémunérations et les relations avec les instances représentatives du personnel. Ici, il faut entendre par instances représentatives du personnel les syndicats, les délégués du personnel, le comité d'entreprise et puis le comité de santé et de sécurité au travail. Le deuxième domaine de la gestion des ressources humaines, c'est la gestion des ressources humaines proprement dite. Il s'agit de la prévision des besoins quantitatifs et qualitatifs. On va voir plus tard la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, le recrutement, l'évaluation des emplois, les promotions, la communication et l'information, l'aménagement du temps de travail, l'organisation du travail et la formation. Le troisième aspect de ce domaine, c'est le développement social, qui concerne la définition des postes et gestion des compétences, l'adaptation des nouvelles technologies, le projet d'entreprise,
les perspectives d'évolution des modes de management et de responsabilisation sociale de l'encadrement, les systèmes de mobilisation des ressources humaines, la politique de rémunération, de formation, le développement du management participatif. Quelle est la définition de la fonction? Avant de parler de la définition de la fonction, parlons de façon brève l'organisation, la gestion des ressources humaines. Pour l'organisation de la gestion des ressources humaines, cela va dépendre de la vision du chef d'entreprise. Et donc, la mise en place de l'organisation de la gestion des ressources humaines, je disais, dépendra de la vision du chef d'entreprise, de la taille de l'entreprise, de l'effectif, etc. Donc, vous verrez bien que dans une entreprise de 50 effectifs, vous verrez bien qu'on aura un service du personnel et puis, par exemple, un service de formation, un service de recrutement. Mais pour les grandes entreprises, vous verrez qu'il y a une direction des ressources humaines et cette direction des ressources humaines a plusieurs services. Les services de recrutement, les services de formation, les services de communication, les services de gestion du personnel, etc. Donc, la mise en place d'une organisation de gestion des ressources humaines va dépendre, je l'ai dit, de la vision des responsables de l'entreprise. Parlons maintenant de la définition de la fonction. Le directeur des ressources humaines détermine des choix de gestion à utiliser en fonction de la politique et des activités de l'entreprise et de la qualification du personnel employé. Les principaux systèmes de gestion à instaurer concernent la définition des procédés d'embauche, la mise en place d'un système de rémunération, la mise en place d'un système d'appréciation du personnel, donc d'évaluation du personnel, l'élaboration du système de communication et d'information, l'élaboration de programmes de formation et de perfectionnement, la détermination des plans de carrière, la définition et l'application des règles sécuritaires, la gestion de certaines œuvres sociales, les relations avec les instances représentatives du personnel et l'amélioration des conditions de travail. Au chapitre 2, nous allons voir la gestion de l'emploi. Qu'est-ce que la gestion de l'emploi? La gestion de l'emploi permet d'implanter les mesures pour éviter, entre autres, des situations de surplus, de pénurie, de main-d'œuvre, représentant une exigence fondamentale de la gestion des ressources humaines. Elle vise à obtenir une adéquation entre les salariés et leur emploi en termes d'effectifs et de compétences. Pour comprendre la gestion de l'emploi, il faut maîtriser la notion d'effectif. Qu'est-ce que l'effectif de l'entreprise? L'effectif désigne les salariés qui sont liés à l'entreprise par un contrat de travail, quelle qu'en soit la forme, la durée, le caractère permanent ou à temps partiel, même si l'exécution du contrat est suspendue. Selon l'usage auquel est destiné l'effectif d'une entreprise, celui-ci peut être déterminé d'une façon différente. Quels sont les effectifs possibles à prendre en compte? Il y a l'effectif habituel ou théorique. Il s'agit des personnes faisant partie de l'entreprise ou y conservant un droit de réintégration, y compris les contrats suspendus, comportant réintégration obligatoire. Il se compose des salariés à temps partiel, des travailleurs à domicile, des salariés sous contrat à durée déterminée ou indéterminée, des salariés mis à la disposition d'une entreprise par une autre entreprise, des intérimaires, etc. Les apprentis sont exclus de l'effectif de l'entreprise.
Donc, après l'effectif habituel ou théorique, il y a l'effectif inscrit. L'effectif inscrit regroupe les salariés figurant sur le registre du personnel. Il s'agit des personnes inscrites et non sorties du registre du personnel. N'en font pas partie les contrats suspendus pour absence de longue durée, les services militaires, longue maladie non rémunérée, etc. Il y a également l'effectif permanent. Il se compose des salariés titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée, inscrits au registre du personnel pendant toute l'année considérée. J'ai dit bien pendant toute l'année considérée, c'est-à-dire du 2 janvier au 31 décembre. Donc, les contrats de travail à durée déterminée ne font pas partie de l'effectif permanent. Après, vous avez l'effectif fiscal. Il regroupe aussi bien les titulaires de contrats à durée indéterminée à plein temps que les temps partiels, les contrats à durée déterminée, les vacataires, les saisonniers, les intérimaires, etc. Dès lors qu'ils ont perçu une rémunération quelconque pendant l'année considérée. N'en font pas partie tous ceux qui, titulaires d'un contrat de travail, n'ont, du fait de sa suspension, perçu durant l'exercice aucune rémunération. Donc, l'effectif fiscal, dès que vous êtes employé dans une entreprise et que vous recevez une rémunération, dès que vous payez des impôts sur votre rémunération, vous faites partie de l'effectif fiscal. L'effectif au travail, c'est l'ensemble des personnes travaillant pour leur activité principale. Sont inclus donc les personnes en formation, en congé, en délégation, infirmerie. Ici, il s'agit des salariés qui ne se sont jamais absentés de leur poste de travail. Ces salariés-là font partie de l'effectif au travail. Il y a également l'effectif présent. Il est égal à l'effectif au travail plus les personnes dont la situation est assimilée à un temps de travail effectif. Il s'agit des personnes considérées comme présentes, qu'elles travaillent ou non pour leur activité principale. Et donc, quand on parle de temps de travail effectif, il faut prendre en compte la suspension du contrat de travail par suite d'un accident de travail, les congés de formation, de maternité et les congés pour événements familiaux. Il y a également, pour terminer, l'effectif payé. Il regroupe des personnes dont la rémunération est maintenue en totalité, donc effectif en congé payé ou en partie. Il est égal à l'effectif présent plus l'ensemble des personnes absentes dont la rémunération est maintenue. Voilà ce qu'on peut retenir au niveau des effectifs de l'entreprise. Pour déterminer les différents modes de calcul, il faut tenir compte de l'effectif instantané, c'est-à-dire mesuré à une date donnée, l'effectif moyen, calculé comme un stock moyen, c'est-à-dire effectif en début de période, plus effectif en fin de période divisé par 12. Et enfin, l'effectif moyen annuel, c'est l'ensemble des effectifs mensuels divisé par 12. Bien. Quels sont les documents relatifs aux effectifs? Pour la plupart des documents, l'effectif est pris en compte, l'effectif qui est pris en compte est l'effectif habituel. Vous avez comme document le registre employeur ou registre unique du personnel. C'est un registre qui comporte le nom, la date d'entrée, la date de naissance, etc., que doit disposer toute organisation, toute entreprise. Il y a également la déclaration annuelle des salaires, la DISA, la déclaration annuelle des salaires, État 301 et la DISA. Il y a le bilan social,
Il y a le planning mural du personnel ou tableau synoptique, la liste du personnel et aujourd'hui, de plus en plus, le fichier informatique. Nous allons parler de l'évolution des effectifs, le mouvement. Alors quand on parle de l'évolution des effectifs, il faut tenir compte des sorties. Et le plus souvent, les sorties sont les licenciements pour cause économique, les pré-retraites, les retraites, les démissions, les fins des contrats de travail à durée déterminée, les licenciements pour cause autre qu'économique, les décès. Quant aux entrées, il faut prendre en compte les contrats à durée indéterminée, les contrats à durée déterminée et les contrats de réembauchage, etc. Parlons maintenant des indicateurs de suivi des effectifs. Le directeur des ressources humaines doit suivre l'évolution des effectifs. Et donc, il dispose un certain nombre d'indicateurs qui vont lui permettre de suivre les effectifs. L'entreprise doit suivre avec attention l'évolution des effectifs à partir des informations disponibles dans l'organisation. Alors il y a tout un ensemble d'indicateurs, par exemple le taux d'absentéisme, le taux de turnover, le taux de licenciement pour autres causes économiques, le licenciement économique, il y a le taux d'encadrement, le taux de démission, le taux de promotion, etc. Donc c'est un ensemble d'indicateurs que dispose le directeur des ressources humaines pour suivre l'évolution des effectifs. Ces indicateurs vont attirer l'attention du directeur des ressources humaines sur tel ou tel phénomène en vue, afin qu'il prenne compte de ce phénomène et prendre des décisions relatives à cette situation. Après, il doit analyser les effectifs. L'analyse des effectifs permet de mettre en place la gestion prévisionnelle de l'entreprise. Et les critères retenus sont l'âge, le sexe, la nationalité, l'ancienneté et la qualification dans l'entreprise. La répartition par âge. La répartition par âge du personnel d'une unité administrative ou d'une entreprise s'effectue à partir soit du fichier du personnel, soit du registre employeur ou de la liste du personnel. Documents et outils qui comportent pour chaque agent ou employé au moins sa date de naissance, la date d'entrée, la date de sortie, etc. La pyramide que permet de construire cette répartition d'âge présente plusieurs formes. Il y a également la répartition par sexe. Elle permet de connaître la part qu'occupe l'un ou l'autre des deux sexes dans le domaine de l'emploi par rapport à la population totale, à la population active, au secteur d'activité concerné, à l'éducation et à la formation professionnelle. Il y a également la répartition suivant l'ancienneté. Et cette répartition permet de construire la pyramide des anciennetés à partir des mêmes registres et fichiers du personnel. Vous avez enfin la répartition par qualification. La répartition par qualification est un outil essentiel et indispensable dans le cadre de la gestion des carrières. Il permet aux gestionnaires du personnel de gérer l'emploi et de suivre l'évolution des carrières de tout employé. Alors aujourd'hui, le directeur des ressources humaines possède un outil qui lui permet de faire de la gestion prévisionnelle, donc de faire de la projection. Et c'est important parce que ça lui permet de voir comment, quelle est l'évolution de son effectif à moyen, à court et long terme. Donc, qu'est-ce que la gestion prévisionnelle, appelée GPEC, gestion prévisionnelle des emplois et des compétences? La définition, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences peut se définir comme la conception, la mise en œuvre et le suivi de politiques et de plans d'action cohérentes
visant à réduire de façon anticipée les écarts entre les besoins et les ressources humaines de l'organisation en termes d'effectifs et de compétences, en fonction de son plan stratégique ou au moyen d'objectifs à moyen terme bien identifiés, en impliquant le salarié dans le cadre d'un projet d'évolution professionnelle. Donc, le but de la GPEC est de faire correspondre les compétences des salariés à l'activité de l'entreprise et à ses perspectives d'évolution en identifiant les compétences critiques qu'il faut conserver, développer et ou acquérir à court ou moyen terme. Alors, nous allons voir ici un schéma explicatif des différentes étapes de la GPEC. La mise en œuvre de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences peut s'avérer en effet complexe pour une entreprise qui ne dispose pas d'un service ou d'une direction des ressources humaines structurée. Alors, avant de commencer la mise en œuvre de la GPEC, il y a toute une réflexion stratégique à mener. D'abord, l'entreprise doit analyser son environnement, élaborer des objectifs, en prenant en compte, par exemple, sa stratégie de développement à moyen et à long terme. Alors, quand on parle de stratégie de développement, l'entreprise, par exemple, se projette. Quel sera le développement de l'entreprise dans 3, 4, 5 ans? Et à partir de cette projection, elle va, par exemple, mettre en place, voir sa prévision en besoin de ressources humaines. Quelle est ma prévision? Quelle est la prévision en matière de besoins en ressources humaines? Et cela va tenir compte, par exemple, des retraites, des pré-retraites, des démissions, des licenciements. Donc, l'entreprise se projette en tenant compte de tous ces aspects dans 3 ans, 4 ans, 5 ans, voire plusieurs années. En fonction de cela et en fonction de sa stratégie de développement, l'entreprise va se demander, par exemple, va se poser des questions. Quels sont mes besoins en ressources humaines dans 3 ans, 4 ans, 5 ans? Elle fait donc de la prévision de disponibilité en matière de ressources humaines. Donc, à partir de la prévision des ressources humaines et de la prévision de la disponibilité, il y aura un écart. Donc, elle va analyser cet écart-là. Cet écart peut être négatif ou positif. À partir de cet instant-là, elle va faire une planification des ressources humaines ou mettre en place une politique d'ajustement. Alors, on parlait tout à l'heure de le cas quantitatif. Le cas peut être quantitatif comme le cas peut être qualitatif. On est en présence d'un écart quantitatif lorsqu'on constate un manque de main-d'œuvre, c'est-à-dire que le nombre d'emplois disponibles au sein de l'entreprise est supérieur au nombre de personnes compétentes pour combler le poste. On est en présence d'un écart, on est en présence d'un surplus de main-d'œuvre, c'est-à-dire que le nombre de personnes qualifiées est sensiblement supérieur au nombre de postes à combler. Lorsqu'il s'agit d'un écart qualitatif, on est en présence d'un écart qualitatif lorsqu'on constate que le personnel n'a pas les compétences et les habiletés nécessaires pour combler les postes à pourvoir et que le personnel est surqualifié par rapport aux postes à pourvoir. Alors,
à partir de ces différents écarts observés, le directeur des ressources humaines va mettre en place des actions de planification. Alors, les actions de planification ne se font pas au hasard, c'est en fonction des écarts et des besoins de l'entreprise. Lorsque le cas est quantitatif, on peut procéder par des embauches, donc par des programmes de recrutement interne ou externe, par la réduction, mise à pied temporaire ou personnelle, ou permanente. Et lorsqu'il s'agit des écarts qualitatifs, il faut une restructuration, une évaluation de la performance, parfois faire des réaffectations des ressources, formation, perfectionnement, etc. Et c'est qu'il faut ajouter également concernant la planification des ressources humaines, on peut, par exemple, procéder par des outplacements ou par l'essaimage. Qu'est-ce que c'est que le outplacement? Le outplacement, c'est lorsque l'entreprise, pour se séparer d'un ou plusieurs salariés, va contacter un cabinet spécialisé en fonction des qualifications de son personnel. Le cabinet sera rémunéré et alors le cabinet a une obligation de résultat pour embaucher les salariés. Quand il s'agit de l'essaimage, c'est l'entreprise qui va aider ses employés à créer leur propre entreprise. L'entreprise va donc apporter de la logistique aux salariés qui veulent créer leur entreprise, à créer leur propre entreprise. Voilà ce qu'on peut dire au niveau de la gestion de l'emploi.